Bonjour, alors aujourd'hui je voulais parler d'un exercice proposé par Vincent Laforgue. Bon, donc respect. C'est un exercice, bon, c'est une petite badinerie hein, pour Vincent Laforgue. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il peut s'adresser à n'importe quel étudiant de licence, on va dire licence 2 ou 3, qui pourrait comprendre l'énoncé et s'y attaquer, ne serait-ce que sur des exemples, et qui m'a été communiqué donc, par Alain Genestier, que je remercie au passage, mais vraiment pour toutes ces explications, parce qu'il m'a traduit en fait ce que certains passages difficiles de l'exercice, pour en faire une vidéo qui s'adresse au public de la chaîne, quoi. Donc je le remercie au passage, parce que sinon, bon, j'avais l'impression, quand on regardait la version de Vincent Laforgue, j'ai l'impression que quand il faisait un pas, moi j'en faisais 10, j'ai l'impression d'être son teckel, là, comme ça, marcher comme ça. Bon. Là, on va pouvoir faire quelque chose de piéton, tranquille. Alors, en gros, voilà l'idée, hein. On va partir de Z qui est dans S1, dans C, donc c'est le cercle unité de C. On va prendre dz, la matrice de dilatation Z avec que des 1. On va faire ça aussi. C'est bien. Et puis, on va prendre U dans UN. Donc une matrice unitaire, je vous rappelle, donc ça veut dire que U étoile U égale IN, d'accord? Donc U c'est une matrice à coefficient dans C de taille N, et que ces matrices sont, donc Cn c'est un espace hermitien, et que ces matrices sont diagonalisables en base unitaire, c'est bien connu, avec des valeurs propres qui sont toutes de module 1, et réciproquement, si on a une matrice diagonalisable en base unitaire avec des valeurs propres toutes de module 1, ça vérifie ça, c'est une caractérisation. Bien, alors, qu'est-ce que je fais avec dz et avec u? Je construis uz est égal à dz fois u, d'accord? Et voilà, maintenant, bon, alors je vais même construire uz, l'endomorphisme de Cn dans la base canonique, hein, associé à la base canonique. Et voilà les différents résultats que l'exercice de Vincent Laforgue propose. Premier résultat, eh bien, il va y avoir Cn qui va se décomposer en M, un sous-espace M en somme directe avec un sous-espace F, avec M, F stable, les deux par UZ, et UZ, son induit sur F, en fait, c'est juste U. Donc là, on s'est débarrassé hein, ici de Z. Maintenant, M, c'est l'orthogonale de F. Voilà. Deuxièmement, on aura aussi dans les résultats que on va appeler VZ égale l'induit de UZ sur M. Alors, VZ est diagonalisable, on sans doute, à valeur propre toute simple. Ça va être important. Voilà. Alors, M, c'est pris pour mobile, parce que lui, il va avoir toutes les valeurs propres mobiles qui dépendent de Z, et F, c'est comme fixe. C'est-à-dire que là, ce sera indépendant de Z. Les valeurs propres sont fixées. Donc, troisièmement, maintenant, on va s'occuper justement de VZ. Alors, évidemment, V1, c'est U, tout simplement, sur M. Hein. L'endomorphisme U, qui est la matrice grand U de départ,
sur n. Et le spectre de V1, évidemment, comme c'est unitaire, ça va être de la forme exponentielle de iθk, parce que c'est unitaire, c'est de module 1, et ça, on va les ordonner de sorte à avoir θ1, etc. θr, si j'ai supposé que la dimension de m, c'était r, est strictement inférieure à 2π. Voilà. Alors, maintenant, il se trouve qu'il va y avoir, donc, il va y avoir des fonctions. Donc, voilà, on va poser d'abord qui indice z, le polynôme caractéristique de Vz, qui va être égal à un certain produit de x moins exponentielle de i, on va dire θk z ici, voilà, pour k allant de 1 à r, la dimension de m, d'accord, r c'est la dimension de m ici, voilà, et ce qu'on va essayer d'avoir, c'est les θk z en fonction de z, mais de façon plus simple, en fonction de t, c'est-à-dire qu'on va poser z égale exponentielle de it. Donc, il existe une famille de fonctions continues θk, que je vais encore appeler θk, ici peut-être que je peux appeler θk0, voilà, comme ça pour ne pas confondre les nombres et les fonctions, qui vont de R dans S1, ici, tel que de R plutôt dans R. Ici, on va avoir que qui z est égal au produit pour k égale 1 à R de x moins exponentielle de i, θ, alors qui exponentielle ici de it est égal au produit de ça. C'est-à-dire qu'on veut les valeurs propres, en quelque sorte, en fonction de z. Mais là, on va passer par t, hein, on verra pourquoi c'est important de passer par R. Sachant que la partie f étant fixe, elle n'a aucun mystère pour nous, hein, d'accord? Donc tout ce qui va avoir du mystère, c'est la partie mobile, c'est la partie m, et c'est ça qu'on est en train de regarder. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en particulier pour t égale 2π. Pourquoi? Parce qu'on va retomber sur qui de V1. Parce que là, ça va être, on va retomber sur les mêmes valeurs propres. Mais comme globalement, ce qu'on a, c'est qui, on a les valeurs propres à permutation près. C'est-à-dire que, en gros, le spectre ne va pas changer. Donc les θ de k de pi, ça va être un θ de 0, mais pas forcément pour k. C'est-à-dire qu'il va y avoir une permutation. Et c'est là où quand même il y a un intérêt, c'est que ici, on fait le tour, c'est-à-dire on va suivre continuellement le cercle, et on va avoir bon, ce qu'on peut appeler en quelque sorte une monodromie, c'est-à-dire quand on a bouclé la boucle, eh bien on obtient un objet, et cet objet, c'est une permutation de l'ensemble à R éléments, ici. Eh bien, cette permutation, ici, c'est juste le cycle 1, 2, jusqu'à R, quand on a bien ordonné les θ dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, c'est un truc important, ce qui va faire finalement que quand on aura fait plusieurs tours, hein, voilà, on va retomber hein, sur le bon objet. Ça veut dire que finalement,
θk de t, même on peut le dire comme ça, plus 2nπ va être égal à θ, indice k plus m, puisqu'on aura fait m tours, donc on aura avancé m fois, de t, ici, voilà, pour tout t. Donc voilà un certain nombre de résultats. Bon, récemment on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de topologie sur la chaîne, c'est vrai, je ne suis pas très à l'aise avec ces notions-là, mais voilà, là on va pouvoir faire de la topologie, de la belle topologie, tout en essayant de s'adresser à un niveau master. Alors, on va commencer par quelques exemples. On va se fixer deux exemples pour avoir les idées. U égale identité, dans un premier temps. Comme ça, on aura UZ égale Z01 ici. Ce qui va faire qu'on aura M, la partie mobile, bah évidemment, c'est la droite engendrée par E1. Et F, la partie fixe, ça va être la droite engendrée par E2, qui sont orthogonaux, hein, évidemment. Et ici, ben, comme R égale 1, la monodromie, ben, le groupe S1, il n'est pas super intéressant. Donc vous voyez que la valeur propre, quand on a pris juste 1, ici, pour Z égale 1, on n'avait pas une valeur propre simple, mais il a fallu se restreindre ici à M pour avoir des valeurs propres simples. Ça, c'est important, hein, par contre. Voilà. Ensuite, je vais prendre U, une matrice orthogonale, la bonne vieille matrice orthogonale, la représentation réelle de I, hein, de l'imaginaire I, et on va avoir donc UZ qui est égal à 0 moins Z, Z0, 1, 0, pardon. Voilà. Et là, bon, c'est facile de voir que le polynôme caractéristique... alors là, ici, évidemment, ce qui va se passer, c'est que F va être égal à 0, là, cette fois-ci, et M à C2. Tout va être mobile. Hein. On va avoir donc deux valeurs propres distinctes ici, et donc deux droites propres qui vont engendrer ces deux. Alors ici, on va avoir, ça va être quoi? D'abord QZ, ça va être égal à x2 plus z, d'accord, quand on fait ça, et ça va nous donner que lambda z est égal à l'exponentielle de, quand on va prendre la racine carrée de moins z, donc ça va faire plus ou moins pi sur 2 plus it sur 2 si z égale, bien sûr, on pose encore z égale it. Voilà. Ce qui va faire que, bon, vous voyez bien ce qui va se passer quand z va faire un tour, d'accord? Donc vous voyez, en gros, hein, comment ça va se passer. Vous allez avoir z qui va partir de 1 comme ça et qui va faire le tour comme ça. Et au-dessus, on va avoir quelles sont les valeurs propres. Eh bien, il va y avoir un mouvement un peu comme ça, d'accord, hein, ici, au-dessus de 1, les valeurs propres. Alors ici, je vais avoir i et moins i. Et puis, tout autour, ici, je vais avoir, dans un certain voisinage, je vais avoir les deux moitiés, ici, comme ça, d'accord. Alors, certains vont reconnaître ce qu'on appelle un revêtement, hein. Voilà, bon, comme ceci. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez, quand Z fait le tour comme ceci, lui va faire le tour et va se retrouver sur moins I. C'est-à-dire que ici, on est passé de 1 à 2. D'accord? Et s'il était sur moins I, on fait le tour, on revient sur I. Bon, alors on voit moins, étant donné que n égale 2, on voit moins le côté cyclique. Bon, il paraît évident le côté cyclique, mais ici, parce que n égale 2, mais voilà l'idée. Donc, ces deux exemples donnent bien une idée générale de l'exercice qu'on est en train de faire. Donc maintenant,
on va commencer à écrire un 1. Alors, je vais prendre pour f la somme des sous-espaces de 0, croix, c puissance n moins 1, qui sont stables par uz. Voilà. Je devrais l'appeler normalement, si je devais être logique, fz. On va voir qu'il ne dépend pas, en fait, de z. Comme c'est la somme des sous-espaces, ça c'est encore stable. D'accord? Et par uz, une somme de sous-espaces stables est stable. Et dans 0, 3, c'est moins 1. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, quand on regarde uz, je vais regarder uz moins 1, parce que uz est inversible évidemment, sur fz, c'est stable par fz. Donc ici, c'est égal à ce que je vais appeler u moins 1 dz par définition de uz, dz moins 1 de fz. Mais dz et dz moins 1, c'est l'identité là-dessus, puisque z n'attaque que cette partie-là. Donc ici, ça va faire u moins 1 de fz. Donc ce qui veut dire que uz moins 1 sur fz, c'est uz u moins 1 sur fz. Donc en gros, le fait que f était stable, on ne dit pas que uz c'est égal à u sur cet espace-là, ça ce serait faux, mais en revanche, sur un sous-espace stable, là oui. Voilà. Donc ici, donc ça veut dire que finalement, uz sur fz égale... Bon, il a fallu que je prenne le moins 1 pour me convaincre, en fait, ici, que ça marche. Bien. Alors donc, un sous-espace de 0, croix, cn-1 est stable par uz, si et seulement si il est stable par u. Donc ça veut dire que finalement, comme c'est la somme, fz, ça va être égal à un f. Et maintenant, on sait que m, qui par définition est égal à l'orthogonale de f, va être aussi stable, parce que la matrice est unitaire, est stable par u. Bien. Là, je vais regarder, je vais montrer que Vz est à valeur propre. Le spectre de Vz est 5. Alors ça, c'est vrai aussi. Vz, c'est diagonalisable, puisque c'est l'induit d'un diagonalisable sur un sous-espace stable. Ok, donc là, jusqu'à présent, tout va bien. Maintenant, quand on va regarder lambda z, une valeur propre de Vz, donc c'est en particulier, c'est une valeur propre de uz, puisque celui c'est un induit. Hein. Et donc on peut regarder E lambda pour Vz, c'est évidemment donc le M inter, le E lambda, le sous-espace propre pour uz. Comme on a Cn qui est égal à la somme directe de f de m et de f, on va, par le lemme des noyaux, le E lambda uz plutôt, ça va être la somme directe ici de E lambda uz plus f inter E lambda uz. Alors ça, en général, c'est faux que l'intersection commute avec la somme, hein, mais ici, extrêmement facile de démontrer ça. Mais, et ça, si vous regardez bien, ça c'est exactement ce qu'on veut comprendre, c'est ça.
dont on veut qu'il soit de dimension 1. D'accord? Mais là, remarquez que quand vous allez faire f inter e lambda uz, c'est égal exactement à 0 croix cn-1, j'aurais dû lui donner un nom, inter e lambda uz. Pourquoi? Parce que f, lui, il est inclus là-dedans par définition, donc ça, on a cette inclusion, et inversement, quand on est là-dedans et là-dedans, eh bien, on est dans un sous-espace stable de lui. Et comme lui, c'est la somme des sous-espaces stables, eh bien, ça va faire qu'on a égalité. Donc, cet objet, on va pouvoir, grâce à la formule de Grassmann, obtenir une estimation de sa dimension. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de sa dimension? Ben, la dimension de f inter e lambda uz, eh bien, c'est la dimension de ceci, et d'après la formule de Grassmann, ça va être égal à, ou disons supérieur ou égal, d'après la formule de Grassmann, à la dimension de 0 croix c moins 1 plus la dimension de e lambda uz moins z. Parce que là, je devrais mettre la somme, mais ce sera supérieur, je devrais mettre la somme des espaces, mais je fais une majoration. Donc ici, bah, ça va faire supérieur, ici j'ai n-1, à dimension de e lambda uz moins 1. Voilà. Mais ça, d'après cette formule-là, comme ça, c'est non nul, puisque j'ai pris une valeur propre de Vz, donc ça veut dire que l'espace propre ici, il est non nul, ça veut dire qu'ici, c'est strictement inférieur à dim de E lambda uz, après cette formule. Voilà. Donc forcément, on va avoir que cette dimension, on va avoir l'égalité dim f E lambda uz égale à dim E lambda uz moins 1, et du coup, d'ici, on va en tirer dim de m inter E lambda uz égale 1. Donc les valeurs propres sont simples. Alors ça va être important, parce que par rapport, si vous regardez bien un petit peu le dessin qu'on a fait ici, c'était important que ce soit bien détaché. Alors, il est important, pour le troisièmement, de partir de R et de regarder le polynôme qui exponentielle de IT sur exponentielle de I θ, parce que ici, nos valeurs propres, elles vont être simplement de module 1, et Z, il est, ça c'est Z, hein, on a exponentielle de IT, ça, on sait qu'on va le poser égal à un polynôme P de θ, avec θ et T dans R croix R. Voilà. Et maintenant, quand le simple fait de dire qu'on n'a que des racines simples, je vais regarder la variété V de Tθ dans R croix R, telle que P de θt égale 0. Ça veut dire donc que exponentielle de Iθ est valeur propre, d'accord, de V exponentielle. Donc ça signifie que exponentielle, bon, Vincent Laforgue, il avait déjà terminé depuis longtemps, hein, le tableau était terminé. J'ai l'impression de ramer là derrière. Ok, alors, donc ça veut dire, ça signifie que exponentielle de Iθ est valeur propre de V, indice exponentielle de Iθ. Voilà, on a ça.
Alors, maintenant, ben, on a le théorème des fonctions implicites. Qui va nous dire quoi? Qui va nous dire que si je regarde donc mon θk, ici j'ai appelé θk 0, d'accord? Donc j'ai une solution ici qui, pour t égale 0, hein, parce que là c'était pour t égale 0, pour z égale 1, donc pour t égale 0. Donc ici, ça c'est dans V. Et je vais avoir, étant donné que ici je vais avoir ma dérivée partielle de P en θ appliquée à θk 0 qui est dans V, comme la racine est simple, ça c'est différent de 0. Okay. Donc il va y avoir une unique fonction sur un ouvert U de 0. Bah, U, j'aurais pas dû l'appeler U, je vais l'appeler O de 0, parce que U c'est déjà pris par la matrice, hein, d'accord, de ce 0-là. Tel que θk ici. Donc je suis en train de construire les fonctions que je proposais tout à l'heure, hein, d'accord. Je suis en train de construire des fonctions qui vérifient ce que je veux. Alors θk de t tel que P de θk de t est égal à 0, quel que soit t dans mon ouvert O de 0, que je peux choisir connexe. Et maintenant, eh bien, ce que je veux faire, et c'est ce que propose le petit 3, c'est, que j'ai effacé d'ailleurs par mégarde, c'est que cette fonction se globalise sur tout R. D'accord ? Je veux globaliser mes fonctions sur tout R. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, en gros, hein, si on reprend le dessin de tout à l'heure, j'ai Z ici. Ici, au-dessus, je vais avoir mes R racines, comme ceci. Là, je vais choisir un K ici, et là, je vais avoir mon θk de 0. Donc ici, c'est Z égale 1, donc T égale 0. Ici, je vais avoir mon θk. J'ai un ouvert ici autour de 0. Et ici, je vais avoir un ouvert sur lequel je vais avoir une fonction bien définie. Et maintenant, je veux faire plusieurs tours. Et ici, en fait, que me dit l'énoncé? Il me dit que forcément, je vais devoir monter comme ça. Et puis, voilà, faire... Et ensuite, je pourrais faire dérouler tout R ici et avoir ma fonction qui part de là en 0 et ensuite qui se continue tout le temps. Voilà. Alors, pour cela, on va... Il y a deux façons de voir les choses. On va dire une méthode piétonne. C'est-à-dire de supposer que, soit on va supposer qu'on a un intervalle connexe, on va prendre -m' m avec m positif, donc on va prendre l'ouvert connexe maximal avec m max sur lequel θk est défini. La fonction θk est définie et on applique le théorème des fonctions implicites à m. Puisque on sait que pour que qui de exponentielle de im, il est simple et simple. Donc on peut, ce qu'on a fait sur 0, on a toujours la même différentielle partielle qui est nulle. Et donc on va avoir, donc on a l'existence d'une fonction θ pour
θ, je mets un indice supérieur, un θ m de t, avec P de θ m de t égale 0. Je ne vais pas donner pour l'instant de condition initiale, mais ce que je sais, c'est que donc je vais avoir ça sur un ouvert, sur T appartenant à un ouvert OM qui contient M. D'accord? Et maintenant, comme il contient M, on va avoir OM inter moins M' M non vide. Et du coup, là-dessus, comme c'est non vide, on va avoir là-dedans des fonctions. On a R fonctions ici qui vont vérifier. En tout cas, on va forcément intersecter avec la fonction. Il va exister une fonction θm de t de ce type-là, parce qu'il y en a plusieurs, on n'a pas fixé encore les conditions initiales. On va avoir une fonction θm de t, telle que θm de t coïncide avec θk de t sur l'intersection. Puisque pour un t donné, des racines, quand on fixe t, ça c'est les racines d'un polynôme, il y en a un nombre fini, et il y en a R, et celle-ci va en faire partie. Celle qu'on a trouvée jusqu'à présent va en faire partie. Ce qui va faire qu'on a une contradiction avec la maximalité de M, puisqu'on va pouvoir prolonger, puisqu'on a une égalité sur cet ouvert, on va pouvoir le prolonger sur OM, donc on a une contradiction avec la maximalité de M. Donc ça c'est un peu piéton, comme voilà. Mais la méthode 2, peut-être plus convaincante, mais de toute façon il faut toujours mettre les mains dans le cambouis dans ces trucs-là, c'est de dire que on a V, notre variété, qui va se surjecter sur R, et d'après ce qu'on a vu, d'après la simplicité qu'on a vue dans le point 2, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un revêtement de rang R, petit r, d'accord? Pourquoi un revêtement? Parce que il y a des sections globales. Ce que nous permet d'avoir le théorème des fonctions implicites, c'est que pour tout t ici, on va avoir un ouvert qui va nous envoyer vers toutes les parties possibles. Dès qu'on a un z ici, j'ai pris z égale 1, mais ici, on va avoir toujours un ouvert tel que la fibre ici de l'ouvert, au-dessus de l'ouvert, va être l'ouvert, mais reproduit plusieurs fois. Ça va être au même ouvert, mais reproduit R fois, ici, comme on voit ici. Donc ce revêtement est de rang R, mais R, c'est les réels, c'est simplement connexe. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est de dire qu'on va avoir ce qu'on appelle des sections globales. On peut globaliser les sections. Voilà. Ça, finalement, c'est un concept. C'est pour ça que bon, c'est quand même intéressant de faire cet exercice quand on est en master pour s'exercer à ce genre de choses où on est censé un peu savoir ces choses de topologie, mais on est censé aussi savoir mettre les mains dans le cambouis pour démontrer tout ça. Bien, alors maintenant j'ai ces choses et je vais pouvoir dire que θ, je vais avoir ces fonctions θk de t, donc existence, évidemment unicité. Déjà localement on a l'unicité, des fonctions θk de t avec P
de θk de t égale 0 et θk de 0 égale θk de 0. Bien. Alors maintenant, je vais regarder ce qui va se passer pour t égale 2pi. D'accord? C'est-à-dire que on va avoir que θk de pi, et donc par définition, par construction, donc une racine de qui z exponentielle, donc i de pi, donc qui 1, donc le polynôme caractéristique de u, et donc c'est forcément, on a dit tout à l'heure, c'est un sigma de k pour une certaine permutation. Alors, bon, ok, pour l'instant, tout ce qu'on a dans ces histoires-là, c'est des... Alors bon, peut-être que certaines personnes, ça va leur rappeler un groupe de Galois, hein, sur les racines. Vous avez, on est tombé sur un groupe de Galois, ici. Alors c'est sympa de voir le groupe de Galois comme ça, visuellement. En algèbre, on n'a pas cette vision-là, c'est plutôt en topologie. On a une permutation de l'ensemble des racines, hein, donc ça, ce petit parfum-là. Maintenant, on va voir lesquels, et on va voir que topologiquement, il y a une telle contrainte que θ1 va être obligé d'aller vers celui de droite, pas celui de gauche, hein, vraiment celui de droite, vous allez voir. Alors, maintenant, imaginons, qu'est-ce qui se passe pour θ1? Donc, on va avoir nos racines, 1, 2, 3, 4, comme ça, jusqu'à r, voilà. Ici, je les reproduis, ça c'est pour t égale 0, pour t égale 2pi, donc ça veut dire que mon z, il a fait un tour. Et 1 va se retrouver, par exemple, ici. Voilà, va se retrouver ici. Et bien, j'affirme que 2 va forcément se retrouver ici. Alors, pourquoi il va se retrouver ici? Parce que, imaginons, déjà, il ne peut pas se retrouver là derrière. Hop, là, ça non, parce que sinon, on aurait un t intermédiaire avec une racine double. Et il n'y a pas de racine double. Il y a un TVI, et ici, on aurait une racine double A qui Z, qui correspondrait au T ici. Et si, ici, je prends, au lieu de lui, je saute, bah, à un moment, il faudra bien que cette racine, pour 2pi, toutes les racines, l'ensemble des racines sont atteintes. Donc il faudra bien que lui soit atteint, et il faudra couper par le TVI, bon c'est la topologie, il faudra couper, et c'est pas possible. Donc une fois qu'on a envoyé, voilà, donc ça veut dire, bon, je vais le refaire ici, ça veut dire qu'il y a un S, voilà, et ensuite on n'a que des parallèles, ici, on a R, ici, voilà. Là, on va avoir un élément là. Là, le S, ça va être tous les éléments qui vont être à partir de là. Voilà, le S. Et on va avoir une translation, c'est-à-dire que θk de 2pi est égal à θ k plus S de 0. Avec ça étant pris modulo R. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder le fait que bon, le déterminant de VZ, c'est le produit des valeurs propres, hein, donc de θ k de t. Okay. Mais c'est aussi Z fois le déterminant de V. Vu comment a été construit VZ. Donc, ça veut dire que, et ici,
c'est z fois le produit des θk de 0. Ça veut dire que quand je vais prendre la somme des θk de t, pour k pardon, allant de 1 à r, ça va être égal à z, donc ici t, parce que ça c'est l'exponentielle de vt, plus la somme de k égale 0 de 1 à r de θ, k de 0. Plus 2m pi. Bien sûr, hein, parce qu'on a pris le logarithme. C'est à 2m pi. Alors quand on va faire t égale 0, ça va donner que m égale 0, parce que ça va simplifier, on a t égale 0. Ça simplifie, ça fait m égale 0. Donc m égale 0, je peux effacer le m là. Maintenant je prends t égale 2pi, et je vais avoir tout ce décalage ici. Donc je vais avoir la somme des θ0, des θ, pardon, k de 0, mais plus, étant donné qu'il y a ce décalage, là ça y est, on a passé les 2pi, hein, donc ça, ces éléments, ils sont égaux à 2pi près, donc ici, plus 2s pi, qui va être égal à, pour t égale 2pi, 2pi plus ceci. Voilà, je simplifie. Et là, c'est miraculeux, s est égal à 1. Donc j'ai juste trimballé les choses comme ça. Voilà, j'ai juste décalé. J'ai un n cycle. Donc ça y est, j'ai à peu près démontré mon exercice. Et qu'est-ce que je peux rajouter? D'abord, ce que je peux rajouter, c'est que tout élément du cercle se retrouve être une valeur propre d'un Vz. Voilà. Alors ça, c'était quelque chose qui, dans l'exercice, était presque immédiat pour des raisons topologiques. Hein, mais c'est des raisons de pi1, de théorème de relèvement, mais de pi1, de certains espaces quotients. Donc c'était des choses un petit peu compliquées qu'on ne peut pas dégainer tout de suite comme ça un agrégatif. Mais en tout cas, là maintenant, on peut le faire. En fait, c'est juste un TVI, puisqu'on va aller continuellement, hein, puisqu'on voit bien que maintenant, ça correspond bien à notre dessin. On va passer continuellement de θ1 à θ2, puis θ2 à θ3, etc., etc. Et que par le TVI, comme on a des applications continues, on passe continuellement, donc on va traverser tout le cercle, et donc ça c'est aussi un truc important qui n'était pas évident, c'est la topologie qui nous le donne, c'est que toute valeur propre va être valeur propre d'un UZ, ce qu'on avait vu aussi un petit peu dans nos exemples, mais bon, c'est pas évident que ce soit vrai dans le cadre général. Alors, pour la petite histoire, c'est-à-dire, vous pouvez vous amuser à regarder la chose suivante. Là-dessus, quand vous faites d'abord tourner Z sur le cercle, ensuite, ça vous donne des valeurs propres. Donc, pour chaque Z, vous allez avoir une famille, un revêtement, ici, de valeurs propres de votre VZ, comme ceci. Mais, pour chaque valeur propre, en plus, vous allez avoir une droite propre. C'est-à-dire que ici, vous allez avoir une droite qui va correspondre, vous allez avoir un espace E, et une droite qui va dépendre, elle, de Z, et d'un lambda Z, finalement, qui est dans la fibre, ici, de Z. Et là, vous allez avoir une droite dans cet espace E. Alors, donc là, c'est une théorie. Ça, bon, je remercie Alain d'avoir pris le temps de m'expliquer les choses sur cette théorie, qu'on appelle la fibration de Hitchin. Et qui dit, elle donne une situation où on a d'abord un revêtement, et sur ce revêtement, on a un fibré. Voilà, donc c'est sur ce revêtement-là, ici, qu'on a ce qu'on appelle un fibré vectoriel. Là, c'est un fibré en droite, ici.
Et la théorie dit qu'à partir de ce fibré, on arrive inversement à retrouver les objets dont on était parti. Par exemple, ici, on est parti de UZ et on a créé ce qu'on a créé ici. Inversement, on serait tombé sur ce fibré avec des vecteurs. Alors, paraît-il, on peut retrouver l'espace, une structure hilbertienne sur l'espace. Et ensuite, évidemment, puisque vous avez sur le fibré, vous avez une droite, donc un sous-espace propre, et on sait qu'on a une structure hilbertienne, donc ces sous-espaces propres vont se retrouver orthogonaux entre eux. Et ici, on va avoir les valeurs propres. Vous avez les vecteurs propres et les valeurs propres, vous retrouvez U de Z. Donc il y a une correspondance, hein, et c'est l'intérêt, paraît-il, des fibrations de Hitching qui sont utilisées dans le programme de Langlands, d'après ce que j'ai compris. J'attends de voir ce que Alain et peut-être Vincent me diront. En tout cas, je rectifierai si j'ai dit des bêtises. Et j'espère que, voilà, que les gens, en tout cas, l'agrégatif moyen, a suivi cette jolie histoire.